Ma belle-mère est venue voir ses petits-enfants, sans savoir que son fils nous avait abandonné pour une autre femme. Mais dès qu'elle a franchi le seuil de la maison, son expression a changé. Au moment où le regard de Béatrice Colin s'est posé sur le cadre vide, je l'ai vu décider à qui incombait la faute. Elle n'avait même pas encore retiré son manteau en laine camel. Je me tenais au milieu de mon propre salon, Lucas faisant ses dents sur mon épaule, Léa pressant ses cubes en bois contre ma cheville, des traces de lait maternisé sur ma manche, avec 3 nuits de sommeil en retard dans les yeux, et j'ai regardé cette femme élégante, vêtue d'un manteau chic et de boucles d'oreilles en perles, faire le calcul de ma vie et parvenir à la mauvaise conclusion en à peine 4 secondes. Son regard est passé de la pile de courriers non ouverts près de la porte au linge sale au pied de l'escalier, pour finir sur le rectangle vide sur l'étagère où se trouvait autrefois notre photo de mariage avec Alexandre. Quelque chose derrière ses yeux est passé de l'inquiétude à l'évaluation, puis au verdict, si rapidement que j'ai failli rater la transition. Presque. Pourquoi ce cadre est-il vide? A-t-elle demandé. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que les prochains mois de ma vie allaient être une guerre, et que j'allais devoir la gagner tout en gardant 2 enfants en vie équilibrée et de manière à ce qu'ils restent émotionnellement préservés. Avec un nourrisson qui fait ses dents sur la hanche et personne à mes côtés. J'avais été sous-estimée tout au long de mon mariage. Cela allait devenir mon plus grand avantage. Laissez-moi vous dire qui je suis, car c'est important. Je m'appelle Nathalie Colin, ou plutôt, j'ai été Nathalie Colin pendant 7 ans, et je suis en train de décider quelle version de ce nom je souhaite garder. J'ai 35 ans. J'ai un master en santé publique que j'ai mis de côté à la naissance de Léa parce que le calcul des frais de garde n'était pas avantageux, que les revenus d'Alexandre suffisaient et que nous avions convenu ensemble que c'était la décision la plus logique. Léa a 4 ans maintenant. Lucas a 8 mois. Depuis 3 ans, c'est moi qui gère ce foyer, chaque rendez-vous chez le médecin, chaque course, chaque visite pédiatrique, chaque biberon nocturne, chaque étape du développement consigné dans une application pour bébé qu'Alexandre me demandait parfois de lui résumer parce qu'il n'avait pas le courage de la lire lui-même. Je ne suis pas une personne passive. Je ne suis pas du genre à me laisser porter par le courant. J'ai fait le choix délibéré d'être présente pour mes enfants, je les fais les yeux grands ouverts, et je défendrai ce choix face à quiconque oserait suggérer qu'il me rend inférieur. Alexandre Colin a 38 ans, il est avocat spécialisé dans les litiges civils, associé junior chez Lafayette et associé à Lyon. Il est blond, séduisant d'une manière qui passe très bien en photo mais ne révèle rien de sa personnalité. Les premières années, il était attentionné, chaleureux et sincèrement drôle. Et je l'aimais de la façon dont on aime quelqu'un à 27 ans, quand on a encore l'impression que le monde va se plier à nos projets. Puis Léa est née et l'équilibre s'est rompu. Pas de façon spectaculaire, pas d'un coup, mais de la manière dont l'eau érode lentement et invisiblement la roche, jusqu'au jour où la structure s'effondre. Il a commencé à travailler tard au début de l'année 2023. Je l'ai remarqué comme on remarque le changement de temps, une simple variation de l'atmosphère avant même de pouvoir nommer ce qui change. Il a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Il a commencé à prendre ses appels dans le jardin. Il se déplaçait pour des audiences ou des réunions dans des villes dont je ne l'avais jamais entendu parler auparavant. Je me disais que c'était le stress. Le cabinet le poussait vers l'association principale. Les objectifs d'heures facturables étaient impitoyables. Il portait beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Je me trouvais beaucoup d'excuses. Le SMS est arrivé un mardi soir de septembre, alors que Lucas avait 3
semaines et que je n'avais pratiquement pas dormi au cours des 72 dernières heures. Alexandre était parti faire une promenade après le dîner. J'ai juste besoin d'air, je suis restée enfermée toute la journée. J'allaitais Lucas sur le canapé quand son téléphone a vibré sur la table basse. J'ai vu un prénom que je ne connaissais pas, Chloé. Juste le prénom, et les 2 premiers mots du message avant que l'écran ne se verrouille, tu me. J'ai retourné le téléphone face contre table. J'ai regardé Lucas. J'ai fini de lui donner le sein. Je l'ai couché dans son berceau et je me suis assise sur le canapé dans le noir. J'ai respiré très calmement pendant un long moment, parce que j'avais un nouveau-né et une petite fille de 3 ans endormie à l'étage, et que je ne pouvais pas me permettre de flancher. Il est rentré 1 heure plus tard, sentant l'air frais et le parfum d'une autre femme. Je n'ai rien dit. J'ai commencé à constituer le dossier dès le lendemain matin. Je dois vous parler de ce dossier parce qu'il est au centre de tout. De par ma formation de chercheuse en santé publique, je sais comment documenter les faits. Je sais à quoi ressemble une preuve et comment elle doit être organisée pour être utile à quelqu'un d'autre que moi. Alors, quand j'ai commencé à comprendre ce qui se passait dans mon mariage, je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas cherché la confrontation. Je n'ai pas envoyé de SMS larmoyant à 2 heures du matin pour demander qui était Chloé. J'ai documenté les faits. J'ai récupéré l'historique des appels téléphoniques. J'avais accès à notre compte Orange familial et j'ai téléchargé 6 mois de factures détaillées. Le numéro de Chloé Morel est apparu pour la première fois en avril. En août, elle cumulait plus de minutes d'appel que moi. En septembre, le mois de la naissance de Lucas, il y avait 4200 minutes d'appel sortant vers son numéro. J'ai analysé les relevés de compte de notre carte bancaire jointe, celle que nous utilisions pour les dépenses du foyer, et je suis remontée sur 12 mois. Des restaurants où je n'avais jamais mis les pieds. Des hôtels dans des villes où il prétendait être en déplacement professionnel. Des bijoux achetés dans une boutique du centre-ville que je n'avais jamais vu dans mes affaires. J'ai tout répertorié dans un tableau Google Sheets, avec les dates, les montants et des colonnes pour les preuves complémentaires. Des captures d'écran de mes propres SMS, pas de son téléphone, auquel je n'ai pas touché, mais du mien. Chaque fois qu'il m'envoyait un message sur son emploi du temps qui se révélait plus tard contredit par les relevés bancaires. Je dois rester tard au bureau ce soir, un jour où la carte montrait un paiement dans un restaurant à 40 minutes du cabinet à 19h30. J'ai nommé le dossier médical. Je l'ai conservé sur un compte Google Drive dont il ignorait l'existence. J'ai fait une copie de sauvegarde sur une clé USB que j'ai cachée dans une boîte de tampons dans l'armoire de la salle de bain. Je sais ce que cela peut paraître. Je sais que cela fait paranoïaque, froid et prémédité. Mais j'avais un nouveau-né et une petite fille, et j'étais privée de sommeil au point d'en avoir des hallucinations. Et j'avais compris, dans la seule partie encore lucide de mon cerveau, que si mes soupçons étaient fondés, je devais bâtir ce dossier sur plusieurs mois, et non partir de zéro après l'explosion. J'avais raison. Il est parti le 2e mardi d'octobre. Il a attendu que Léa soit à l'école maternelle et que Lucas fasse sa sieste. Il a préparé 2 valises avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui avait planifié toute la logistique à l'avance. Il a posé ses clés de voiture et les clés de la maison sur le plan de travail de la cuisine. Il s'est assis en face de moi à la table et m'a dit qu'il avait droit au bonheur, que notre mariage était devenu trop stressant, et que je m'en sortirais très bien parce que j'étais plus forte que lui. Je me suis assise en face de lui, Lucas dans les bras, et je n'ai pas versé une larme.
Il est parti à 10h47. J'ai regardé son Audi s'éloigner de l'allée depuis la fenêtre de la cuisine. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocate. Elle s'appelait Maître Patricia Gauthier. 17 ans de carrière en droit de la famille, dont 8 axés sur les partages de biens complexes et les litiges de garde à Lyon. Elle avait les cheveux courts, des lunettes de lecture posées sur la tête en guise de serre-tête, et une façon de vous écouter qui vous donnait l'impression qu'elle avait déjà anticipé tout ce que vous alliez dire et préparer sa réponse. Je l'avais appelée pour la première fois 3 semaines plus tôt, avant le départ d'Alexandre, alors que j'étais encore en phase de documentation. Elle avait écouté sans m'interrompre mon récit organisé, sourcé et chronométré. Pendant 40 minutes, puis elle m'avait dit, déposez la requête en premier. Le parent qui définit le cadre contrôle le récit. J'ai déposé une demande de garde exclusive temporaire et de pension alimentaire le 16 octobre. L'huissier a signifié la requête à Alexandre le 21 octobre. Il m'a appelé 11 fois entre 16h et 18h30 ce jour-là. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale et j'ai envoyé l'historique à Maître Gauthier. Ensuite, je suis allé chercher Léa à l'école maternelle, je suis rentré à la maison, j'ai préparé le dîner, j'ai donné le bain, j'ai couché les 2 enfants, et j'ai mangé un bol de céréales debout dans la cuisine à 20h45 tout en relisant la requête de garde ligne par ligne. Je n'en avais parlé à personne dans la famille, ni aux parents d'Alexandre, ni aux miens, ni à nos amis communs. J'avais limité le cercle des confidents à mon avocate et à ma sœur Cécile, qui vivait à Bordeaux. Je l'avais appelée une fois les enfants couchés, et elle m'avait écouté en silence, sans me donner de conseils non sollicités, avec cette pudeur propre à ceux qui vous aiment assez pour ne pas vous dire « je te l'avais bien dit ». Ainsi, lorsque Béatrice Colin est apparue sur mon perron 4 jours après qu'Alexandre eut reçu la signification, avec ses petits gâteaux bien présentés, ses boucles d'oreilles en perles, son manteau chic et toute cette chaleur de façade, elle entrait dans une situation dont elle ignorait absolument tout. Et j'ai vu l'instant précis où elle a compris. Alexandre est parti, ai-je dit. Il y a 3 semaines. J'ai observé l'information faire son chemin en elle. Béatrice Colin a 62 ans. C'est le genre de femme qui donne l'impression de tout contrôler, sa maison, ses vêtements, ses émotions. En 7 ans de mariage, je ne l'ai jamais vue exprimer de la détresse. Elle exprime de la préoccupation, ce qui est en fait de la détresse traduite dans un langage qui lui permet de garder l'ascendant. Une lueur d'inquiétude a traversé son visage. Puis autre chose est apparue. Je lui ai tendu le message qu'Alexandre m'avait envoyé le soir de son départ. Je l'avais fait imprimer parce que Maître Gauthier m'avait conseillé de conserver des copies physiques des documents essentiels. Et aussi parce qu'une part de moi savait que ce moment viendrait et voulait s'y préparer. Elle l'a lu 1 fois, 2 fois. Puis elle m'a regardé, et j'ai vu sur son visage quelque chose que je n'aurais jamais soupçonné et que je n'oublierai jamais. La colère dans ses yeux ne s'adressait pas à son fils. Elle s'adressait à moi. Tu as dû le pousser à bout pour qu'il en arrive là, a-t-elle dit. Je m'attendais à de la stupeur, de la tristesse, voire de la neutralité. Je ne m'attendais pas à entendre cette phrase de la part d'une mère. Découvrant que son fils avait abandonné sa femme et ses 2 enfants, dont un bébé de 8 semaines. Mais elle l'a dit. Elle s'est mise à arpenter la pièce. Elle a qualifié le salon de désastre, ce qu'il était en effet, le désastre fonctionnel d'un foyer avec un bébé qui fait ses dents, une fillette en maternelle et un seul adulte pour tout gérer. Ce qui est bien d'un autre ordre que de la négligence, tout comme un champ de bataille est différent d'un jardin en friche, confondre les deux en dit long sur vos priorités. Elle a ajouté. Plein de femmes s'en sortent très bien toutes seules.
Pas étonnant qu'il ait eu besoin de prendre ses distances. J. ai répondu, avec un mari présent, oui. Elle m'a ordonné de surveiller mon ton. Puis elle s'est arrêtée et m'a fixé. Avec un regard que je ne peux qualifier que de calculateur. Où loge-t-il ? De l'autre côté de la ville, ai-je dit. Chez Chloé. Son visage s'est crispé. Qui est Chloé ? La femme pour qui il nous a quittés. Le déni a été immédiat. Et catégorique. Elle a secoué la tête avant même que je n'ai fini ma phrase. S'en est suivi un petit sermon sur les hommes soumis à une immense pression professionnelle et sur les épouses qui ne savent pas se montrer à la hauteur. Ses yeux m'ont inspecté de haut en bas pendant qu'elle parlait, un examen minutieux destiné à me rabaisser. Mon chignon à la va-vite, les traces de lait. Sur ma manche, mon visage fatigué. Elle me distribuait des points sur un barème. Invisible, et j'étais en train d'échouer. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Vous n'allez pas m'insulter chez moi, ai-je dit. Elle a ricané. Chez toi. C'est Alexandre qui finance tout ici. Ce n'était même pas vrai. J'avais gagné près de 45 000 € en effectuant des missions de conseil en santé publique en freelance au cours des 18 derniers mois, tout en gérant ma grossesse, mon accouchement et les trajets pour l'école. Maître Gauthier avait tous les justificatifs, mais là n'était pas la question. Le fait était que Béatrice avait déjà reçu une version de notre mariage où Alexandre était le pilier porteur et moi une simple locataire négligente qui laissait tout aller à volo. Il préparait sa défense depuis des mois, peut-être même plus longtemps. Puis elle a fait un pas vers moi, et l'atmosphère de la pièce s'est alourdie. Laisse-moi emmener les enfants, a-t-elle dit. Léa s'est serrée fort contre ma jambe, sans dire un mot. Les enfants comprennent les choses bien avant de pouvoir mettre des mots dessus. Elle s'est blottie contre moi et est restée totalement immobile. Non, ai-je répondu. Tu es trop émotive, a-t-elle poursuivi d'un ton plus pressant. Tu as besoin de temps pour réfléchir. Je suis leur mère. Si tu coopères, a-t-elle murmuré, sa voix glissant vers un ton feutré et confidentiel, la voix de ceux qui négocient à l'abri des regards, nous pourrons régler cela discrètement. Ce mot, discrètement. C'est le mot le plus dangereux de la langue française lorsqu'il est prononcé par quelqu'un qui cherche à protéger une réputation. J'ai sorti mon téléphone. Allez-y, ai-je dit. Appelez-le. Son pouce flottait au-dessus de l'écran, prêt à chercher son contact. Parce que j'ai déjà saisi mon avocate, ai-je précisé. J'ai déposé une demande de garde temporaire la semaine dernière, avec une demande de pension alimentaire. Alexandre a reçu l'assignation par huissier hier. L'immobilité qui s'est emparée de son visage n'était pas celle de la surprise. C'était celle d'une personne en train de recalculer ses options. Quelqu'un qui vient de s'apercevoir que les pièces sur l'échiquier ne sont pas disposées comme elle le pensait. Sa mâchoire s'est contractée. Alexandre a été assigné hier, a-t-elle demandé avec précaution. À 14h17, à son cabinet, ai-je répondu. C'est maître Gauthier qui a envoyé l'huissier de justice. Tout est enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lyon. Elle m'a fixé un long moment. Puis elle a appelé Alexandre. Il est arrivé 12 minutes plus tard, la chemise froissée, mal rasée. Le visage d'un homme qui, pendant 4 jours, avait cru avoir le contrôle de la situation et réalisait qu'il n'en était rien. En franchissant la porte, il a vu Léa qui le regardait avec cette attention fixe et sérieuse que les enfants réservent aux adultes qui les déconcertent. Il a vu Lucas dans son transat. Puis sa mère, droite et rigide au milieu du salon. Enfin, il m'a vu, debout entre mes enfants et eux deux,
La seule place que j'occupais depuis 3 semaines et où j'avais bien l'intention de rester. Tu as lancé une procédure de divorce, a-t-il demandé. Tu es parti, ai-je répondu. J'avais besoin d'air. Tu as emménagé avec une autre femme. Béatrice est intervenue. Alexandre, prends les enfants et emmène-les chez moi tout de suite. Non, ai-je dit. Ça. Voix s'est durcie. Ce sont mes enfants. Alors commence par te comporter comme un père. Le silence qui a suivi était ce silence très particulier qui s'installe quand une vérité incontestable s'impose dans une pièce. Léa a levé les yeux vers son père. Son expression était celle d'une enfant de 4 ans qui essaie de comprendre une situation complexe depuis des semaines sans y parvenir. Papa, a-t-elle demandé, tu ne reviens plus à la maison? Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Non pas parce qu'il était submergé par l'émotion, je veux être honnête à ce sujet, mais parce qu'il était en train de calculer, comme il le faisait toujours, et qu'aucune bonne option ne s'offrait à lui. Léa a enfoui son visage contre mon flanc. Ce silence a eu plus d'impact que tout le reste. Alexandre a regardé sa mère, puis moi, puis le cadre vide. Une expression que je ne lui avais pas vue depuis des années à traverser son visage. Quelque chose qui ressemblait à de la honte, ou peut-être simplement à la prise de conscience que ces faux-semblants ne prenaient plus. Pas maintenant, maman, a-t-il murmuré. Alexandre. J'ai dit pas maintenant. Béatrice a regardé son fils comme s'il s'exprimait dans une langue inconnue. Le scénario qu'elle appliquait depuis 30 ans, intervenir, prendre le contrôle, régler les choses en silence, protéger le nom de famille venait de s'effondrer, et elle ne savait plus quoi faire. Elle m'a lancé un dernier regard froid, lourd de reproches, puis elle est partie. La porte s'est refermée avec un léger clic, plus pesant encore qu'un claquement de porte. Alexandre est resté planté au milieu de la maison qu'il avait abandonnée, et son téléphone a vibré sur sa hanche. Il a jeté un œil à l'écran, et une expression de pure panique que je ne lui avais jamais connue est apparue sur ses traits. Il a plaqué l'écran contre sa poitrine avant que je ne puisse lire le message. Et je me suis dit que, quoi que Béatrice vienne de déclencher, nous n'en étions qu'au tout début. J'avais vu juste. La campagne de dénigrement a commencé 48 heures plus tard. J'en ai été informée par ma voisine Sophie Roussel, dont la fille était dans la classe de Léa à l'école maternelle et dont le mari jouait au tennis avec un collègue du père d'Alexandre. Dans une ville comme Lyon, la distance entre une information et ses conséquences est parfois très courte. Béatrice avait appelé 4 personnes. Dans les premières 24 heures suivant son départ de chez moi, son curé, la présidente de l'association de parents d'élèves qu'elle coprésidait, avec un médiateur familial réputé, sa meilleure amie qui siégeait au conseil de l'école privée du quartier, et, de façon beaucoup plus calculée, une psychothérapeute, le docteur Caroline Vincent, qui avait brièvement suivi Alexandre pour un burn-out en 2021 et que je n'avais rencontré qu'une seule fois lors d'un dîner. Le message, tel qu'il m'a été rapporté par Sophie par bribes sur 3 jours, était extrêmement bien orchestré. J'étais devenue instable depuis la naissance de Lucas. Je ne parvenais pas à faire face. La maison était dans un état préoccupant. Béatrice s'inquiétait et était simplement passée prendre des nouvelles. Alexandre se trouvait dans une situation particulièrement difficile. Ils espéraient tous une issue rapide et discrète. Elle n'avait pas mentionné Chloé une seule fois. J'ai appelé Maître Gauthier le jeudi matin à 7h15, alors que les enfants dormaient encore. Elle mène une campagne de dénigrement subtil, m'a expliqué l'avocate avec le calme de celle qui a vu ce cas de figure des dizaines de fois.
C'est une stratégie préventive. Elle essaie d'installer l'idée d'une défaillance maternelle avant même que nous n'arrivions devant le juge. Peut-elle y parvenir? Elle peut essayer. Voici ce que nous allons faire. Nous avons agi rapidement. Première étape, Maître Gauthier a demandé la désignation d'un administrateur ad hoc pour Léa et Lucas. C'est un professionnel indépendant chargé de représenter exclusivement les intérêts des enfants, pas les miens, pas ceux d'Alexandre, ni ceux de la famille Collin. Il s'appelait Maître Kevin Portal, un professionnel aguerri avec de longues années d'expérience en droit de la famille, réputé pour son intégrité rigoureuse, ce qui signifiait qu'il se baserait uniquement sur les faits. Deuxième étape, j'ai pris rendez-vous chez notre pédiatre, le docteur Amel Slimani, pour des bilans de santé complets avec demande écrite de rapport détaillé. Léa et Lucas étaient en parfaite santé, se développaient normalement, et le docteur Slimani les suivait régulièrement toutes les 6 à 8 semaines. Les dossiers médicaux en attesteraient. Lors de la consultation le vendredi, le docteur Slimani est entré dans la pièce, a regardé mon visage et m'a demandé « Depuis combien de temps n'avez-vous pas dormi ?» « Des semaines ?» ai-je admis. Elle a observé Léa, qui alignait sagement les abaisse-langues par couleur sur la table d'examen, puis Lucas, captivé par le mouvement du plafonnier. Ces enfants sont en bonne santé et manifestement très bien entourés, a-t-elle déclaré d'un ton posé, choisissant ses mots pour le rapport. Elle a pris des notes détaillées dans leur dossier. Je lui ai demandé de consigner par écrit ses observations sur l'état général des enfants et leur équilibre lors de nos visites. Elle a acquiescé sans me demander d'explication. Troisième étape, le dossier de preuve. Maître Gauthier avait méthodiquement classé toutes les pièces que je lui avais transmises, les relevés téléphoniques, les factures de la carte bancaire, les reçus d'hôtel, l'achat de bijoux. Elle avait également demandé la production des relevés de la carte de société d'Alexandre dans le cadre des divulgations financières préliminaires, y découvrant 11 transactions supplémentaires restaurants, nuitées d'hôtel, fleuriste coïncidant avec des moments où il m'assurait être retenu au travail. Le sous-dossier concernant Chloé était accablant. Le 30 octobre, Maître Gauthier a déposé nos conclusions écrites accompagnées de 61 pages de pièces justificatives, relevés de compte, historique d'appel, messages datés, ainsi qu'une attestation détaillée de ma part retraçant la dégradation du mariage, preuve d'infidélité à l'appui. L'avocat d'Alexandre, Maître Thierry Renard, 23 ans de pratiquant droit de la famille et adepte des méthodes théâtrales, selon mon avocate a répliqué 3 jours plus tard en m'accusant d'être instable émotionnellement et de maintenir les enfants dans un environnement chaotique. Sa pièce maîtresse était une photographie. J'ai contemplé ce cliché pendant de longues minutes. C'était une photo de mon salon, prise de l'extérieur à travers la fenêtre de la maison. Des jouets éparpillés, du linge sur le canapé, du courrier en retard. C'était l'image fidèle d'une maison habitée par 2 jeunes enfants avec un seul parent épuisé pour s'en occuper. D'après la lumière, j'ai calculé qu'elle avait été prise environ 48 heures après qu'Alexandre a reçu l'assignation et que Béatrice s'est présentée chez moi. Quelqu'un s'était introduit sur ma propriété pour photographier mon intérieur à travers la vitre. J'ai senti mes mains devenir glacées. J'ai immédiatement appelé Maître Gauthier. Cette photo a été prise sans votre consentement depuis un espace privé, a-t-elle réagi avant même que je finisse de lui expliquer. C'est un élément important. Mais surtout, qui a pris cette photo? J'avais installé une sonnette connectée avec caméra intégrée le printemps précédent. Alexandre avait trouvé cela paranoïaque? J'avais trouvé cela pragmatique. La caméra couvrait l'allée et le perron. J'ai
Ouvert l'application sur mon téléphone. 23 octobre, 14h34, Béatrice Collin. Longeant la façade de ma maison, s'arrêtant devant la fenêtre du salon, levant son smartphone pour prendre une photo. Je suis restée silencieuse pendant 10 secondes. Puis j'ai rappelé mon avocate. Je l'ai en vidéo, ai-je dit. Le silence au bout du fil était celui d'une avocate qui sait qu'elle vient d'obtenir un avantage décisif. Envoyez-moi cela immédiatement, m'a-t-elle dit. N'en parlez à personne. Ni à Alexandre, ni à votre sœur, à personne. Maître Kevin Portal m'a reçu le 8 novembre dans la salle de réunion du cabinet de Maître Gauthier. Il s'est montré méthodique, posant des questions précises sur mon quotidien avec les enfants, mon réseau de soutien, mes projets de reprise d'activités professionnelles et mes relations avec la belle famille. Il m'a interrogé spécifiquement sur la visite de Béatrice. J'ai décrit la scène fidèlement. J'ai produit les notes que j'avais rédigées moins d'une heure après son départ, comme me l'avait conseillé mon avocate dès le début, les heures exactes, les propos tenus, l'attitude de Léa, l'état de Lucas, la demande d'emmener les enfants, l'emploi du mot discrètement. Maître Portal prenait des notes sans laisser paraître la moindre émotion. Puis il m'a demandé, selon vous, quelle est la motivation principale de Madame Collin dans cette affaire? Le contrôle des apparences, ai-je répondu. Elle veut étouffer l'affaire au sein de la famille avant que cela ne nuise à la réputation professionnelle d'Alexandre ou au nom des Collin. Il a levé les yeux. Plus précisément, ai-je ajouté, elle refuse que l'on sache que son fils a abandonné sa femme et son bébé de 8 semaines pour s'installer avec une autre femme qu'il fréquentait depuis des mois. Il a consigné mes propos par écrit. Il a ensuite reçu Alexandre et sa mère séparément la semaine suivante. On ne m'a pas rapporté le contenu de leurs échanges. Maître Gauthier m'a conseillé de ne pas faire de conjectures. J'ai suivi son conseil. J'ai continué à m'organiser. La tentative de déstabilisation que je n'avais pas vue venir s'est produite. Le 14 novembre. J'ai reçu une lettre recommandée avec accusé de réception. Émanant du conseil d'Alexandre, proposant une expertise psychologique d'urgence. Par un tiers. L'évaluation était présentée comme indispensable à l'intérêt des enfants et exigeait la participation des 2 parents sous 5 jours ouvrés. Le nom du psychologue mandaté était le docteur Martin Davy. J'ai fixé ce nom un moment. Puis j'ai appelé Maître Gauthier. C'est l'époux de la thérapeute de Béatrice? A-t-elle réagi immédiatement? Je l'ai repéré dès la réception du courrier. Ont-ils le droit de faire cela? Ils tentent le coup. Nous déposons une contestation pour conflit d'intérêts cet après-midi. L'administrateur ad hoc est déjà prévenu. Elle a marqué une pause. Il panique. C'est typique d'une défense aux abois. L'objection a été déposée le jour même. Le psychologue proposé a été récusé par le juge aux affaires familiales le 17 novembre en raison du conflit d'intérêts manifeste. Maître Renard a tenté de déposer une plainte contre mon avocate, qui a été rejetée en moins d'une semaine. Peu après, Maître Portal a remis ses conclusions écrites au tribunal. Maître Gauthier m'a appelé un mardi à 18h47. Il préconise la résidence principale chez vous. M'a-t-elle annoncé. Un droit de visite classique pour Alexandre, et une pension alimentaire calculée sur ses revenus. Elle a fait une pause. Il a également souligné que le comportement de Madame Béatrice Collin, notamment la prise de photos non autorisées et ses intrusions à votre domicile, constituaient un problème de limites éducatives qu'il convient de régler dans la convention parentale. J'étais assise par terre dans la cuisine, le dos contre un placard, Lucas endormi à l'étage et Léa dans sa baignoire dont l'eau commençait à refroidir.
Il l'a mentionné explicitement, ai-je demandé. Dans le rapport officiel. J'ai posé ma tête contre le placard en regardant le plafond. Léa m'a appelé. Depuis la salle de bain. Maman, l'eau est froide. J'arrive, ma chérie. Ai-je répondu. Je me suis levée, j'ai géré le bain, le pyjama, 2 histoires et le coucher des 2 enfants. À 20h30, la maison était calme. Je me suis assise. Sur le bord de mon lit dans le silence, ressentant enfin tout le poids de ces 6 semaines de lutte acharnée, méthodique et épuisante pour protéger mes enfants. Je n'ai pas pleuré, mais j'en étais proche. L'audience de médiation s'est tenue le 3 décembre. Maître Gauthier et moi sommes arrivés à 9h. Alexandre et Maître Renard sont arrivés à 9h07. Béatrice n'était pas présente et, selon les termes de l'accord de médiation que nous avions demandé, elle ne pourrait intervenir dans aucun débat sans l'accord des 2 parents. Nous avons été installés dans des pièces séparées durant la majeure partie de la journée. Le médiateur, M. François Wang 26. En d'expérience au tribunal de la famille, le visage d'un homme qui a vu la plupart des failles humaines et a appris à composer avec a fait la navette entre nos 2 salles pendant 4 heures. La contre-proposition d'Alexandre consistait en une garde alternée 1 semaine sur 2, sans pension alimentaire, au motif que les frais s'équilibreraient. La présence de Chloé à son domicile était présentée comme sans incidence. Ma position, soutenue par les conseils de Maître Gauthier, reposait sur des faits précis. Les dossiers scolaires et pédiatriques de Léa étaient enregistrés à mon adresse. Le suivi médical de Lucas, ses soins courants et d'urgence étaient entièrement coordonnés par mes soins à cette même adresse. En 2 ans, Alexandre n'avait assisté qu'à 9 rendez-vous médicaux pour Léa et à aucun pour Lucas. J'avais un tableau détaillé, les relevés médicaux et l'historique des échanges avec l'école et la crèche. À 14h17, M. Wang est revenu dans notre pièce et s'est assis en face de moi. Il est prêt à accepter que la résidence principale soit fixée chez vous, a-t-il annoncé. Un droit de visite classique de son côté, un week-end sur 2 et un milieu de semaine. La pension alimentaire sera fixée selon le barème officiel. J'ai regardé mon avocate, qui m'a fait un signe de tête. Et concernant Chloé, ai-je demandé. Monsieur Wang a acquiescé. Il accepte un délai de prévenance et d'adaptation de 90 jours avant toute présentation d'un nouveau partenaire de vie aux enfants. Cette clause s'applique aux 2 parents, ainsi qu'à Madame Collin. Le médiateur a poursuivi d'un ton neutre, il accepte également que les visites de la famille élargie soient soumises à votre accord mutuel durant ces périodes de garde, et que toute démarche non sollicitée de tiers auprès de votre domicile ou de l'école des enfants soit interdite et considérée comme un manquement aux obligations parentales. Il n'a pas prononcé le nom de Béatrice. Ce n'était pas nécessaire. J'ai réfléchi un court instant. D'accord, ai-je dit. Nous acceptons. Nous avons signé la convention parentale le 10 décembre. Maître Gauthier m'en a envoyé une copie par courriel à 16h33. Je l'ai enregistrée dans un dossier sobrement intitulé « Clôturé ». Puis je suis allée chercher Léa à l'école. Son rythme quotidien n'avait pas changé depuis octobre parce que j'avais veillé à ce que ses repères restent intacts pendant que tout le reste s'écroulait autour d'elle. Elle a couru vers moi à la sortie avec l'élan joyeux des enfants de 4 ans. Elle m'a pris la main et s'est exclamée, « Maman, on a fait une maison en pain d'épices à l'école. » Un des murs est tombé, mais la maîtresse m'a aidé à le recoller. Tu crois que ça va tenir? La plupart du temps, oui. Ai-je répondu. Presque, a-t-elle ajouté. Un côté est un peu de travers, mais ça ne se voit pas trop de devant. J'ai tenu sa petite main, je l'ai
Raccompagné jusqu'à la voiture, j'ai installé Lucas dans son siège auto et j'ai regardé mes enfants dans le rétroviseur. Léa continuait à m'expliquer les détails de sa construction tandis que Lucas observait le paysage avec ce regard calme et attentif propre au bébé. Et j'ai pensé à ces murs qui s'effondraient, aux structures que l'on s'efforce de rebâtir malgré tout. 3 mois plus tard, Béatrice Collin m'a appelé. J'ai hésité à décrocher. J'étais installée à la table de la cuisine avec mon café, un mardi matin, alors que les enfants étaient à l'école et à la crèche. Un projet de conseil en freelance était ouvert sur mon ordinateur. Son nom est apparu sur l'écran. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai décroché. Nathalie? Sa voix m'a paru plus fatiguée. Pas énormément, mais suffisamment pour que je le remarque. Je voulais. J'ai pensé à. Elle a marqué un temps d'arrêt, un silence tout à fait inhabituel chez cette femme qui ne laissait jamais de vide dans ses phrases. Je me suis trompée dans ce que j'ai dit ce jour-là, a-t-elle poursuivi. Je n'ai pas cherché à combler son silence. Je n'aurais pas dû dire que tu l'avais poussé à bout. C'était injuste. J'ai regardé ma tasse de café. Merci, ai-je répondu. Cela compte pour moi. Et c'était vrai. C'était sans doute insuffisant, tardif et partiel, comme le sont souvent les excuses de ceux qui ont mal agi, mais c'était déjà cela. Les enfants, a-t-elle ajouté avec hésitation. J'aimerais beaucoup les voir. Voyez cela avec Alexandre, ai-je répondu calmement. Le calendrier des visites est défini dans la convention parentale. C'est à lui de gérer cela. Un court silence s'est installé au bout du fil. Très bien, a-t-elle dit. Bonne journée, ai-je conclu avant de raccrocher. Je suis restée un instant pensive, le téléphone à la main. Puis j'ai rouvert mon document de travail et je me suis remise à l'ouvrage. Léa avait un rendez-vous chez le dentiste à 15h45, Lucas avait sa visite de contrôle à la fin du mois, et il fallait préparer le dîner, s'occuper du projet d'école pour vendredi et continuer à construire notre vie. Le mur en pain d'épices s'était effondré, mais je l'avais recollé. Et de l'extérieur, on ne devinait rien des fêlures.